euh, en permettant surtout aux territoires, aux acteurs publics locaux, aux porteurs de projets, aux offreurs de solutions, un lieu et l'occasion de partager leurs enjeux et de se rencontrer. Le Hub propose une programmation événementielle riche. Je vous invite à découvrir avec l'URL qui est postée dans le chat, l'agenda de cette programmation. Tous ces événements sont ouverts à tous et systématiquement retransmis en direct, comme aujourd'hui, pour être accessibles en tout point du territoire. Je suis Alexandra Ringo-Botman, je suis responsable innovation ouverte à la Banque des Territoires et je suis membre de l'équipe de pilotage du Hub. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la rénovation des ponts, quels enjeux et quelles solutions concrètes possibles et disponibles pour les territoires. L'accident du pont de Gênes il y a 3 ans maintenant nous a cruellement rappelé que ces ouvrages sont faillibles, que les conséquences de ces dégradations pour certains de ces ouvrages sont très importantes et que les collectivités sont aujourd'hui responsables de l'entretien et de leur sécurité inhérente avec les moyens humains et financiers qu'on connaît. Selon un rapport récent du Sénat, sur quelques 300 000 ponts en France, 18 à 20% des ponts des communes et regroupements présentent des risques de structure. Alors, comment on est arrivé là? Comment identifier les points à risque? Que faire une fois que le diagnostic est posé? Et comment financer la rénovation une fois la décision prise? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons rassemblé un beau panel aujourd'hui d'intervenants d'expertise complémentaires. Hakim Lalou, responsable de coordination des objectifs auprès du directeur des prêts à la Banque des Territoires. Émilie Janssen Mange, directrice du département gestion intégrée de patrimoine d'infrastructure au CEREMA. Stéphanie Dias, directrice de projet chez Oxand, une entreprise experte en la matière de gestion prédictive des infrastructures. Et en duplex, merci beaucoup pour votre présence, Régis Clavel, le directeur des services techniques de la communauté de communes du Grand Figeac, de 43 000 habitants, situé dans le département de Lot et l'Aveyron, en région Occitanie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse vous présenter rapidement. Donc, bonjour Alexandra, bonjour à tous. Donc, moi, Émilie Janson, comme tu l'as dit, je suis directrice du département gestion intégrée de patrimoine d'infrastructure au CEREMA. Alors, le CEREMA, dans le domaine des ouvrages d'art, c'est environ 300 agents qui interviennent à tous les niveaux, de la surveillance des ponts aux études de maîtrise d'œuvre, dans différentes postures, en assistance à maîtrise d'ouvrage, en expertise, et puis auprès de tous les maîtres d'ouvrage, que ce soit les maîtres d'ouvrage publics, l'État, les collectivités, ou privés, les entreprises par exemple, en accompagnement de l'innovation. Le CEREMA, dans le domaine des ouvrages d'art, c'est aussi historiquement le créateur de la doctrine et celui qui va diffuser les savoirs, notamment par l'animation d'une large communauté technique sur le sujet. Donc, bonjour à tous, moi je suis Stéphanie Dias, donc je suis directrice de projet au sein d'Oxand. Donc Oxand est une société éditrice de logiciels spécialisée donc en aide à la décision et solutions digitales donc pour aider les collectivités et les gestionnaires privés dans la gestion durable de leurs infrastructures et de leur patrimoine immobilier. Et donc en appui de la Banque des Territoires pour le dispositif PrioRénov qu'on va vous présenter juste après. Et pour terminer le tour de table, donc ravi de vous retrouver sous ce format. Merci pour l'invitation, Alexandra. Je suis donc Hakim Lalou. Je suis responsable des objectifs stratégiques auprès du directeur des prêts de la Banque des Territoires, Monsieur Costa Castrinidis. Et la Banque des Territoires, je pense qu'on connaît, c'est le banquier d'intérêt général et qui travaille au service des territoires. Et on verra très concrètement en quoi, sur cette problématique-là, il y a un panel de solutions, je répète, très concrètes, qui viendront répondre aux problématiques identifiées. Donc j'ai dans ce cadre-là eu le plaisir de copiloter la structuration et le déploiement du plan Banque des Territoires de soutien à la rénovation des ouvrages d'art en lien avec des collectivités, mais également des collègues côté État, le CEREMA qui est pilote du programme National Pont. Un grand merci Émilie pour ta présence. Et donc on reparle dans quelques minutes des solutions concrètes qui sont à votre disposition pour rénover vos ponts. Voilà. Et pour terminer le tour de table, Régis Clavel. Oui, bonjour. Donc Régis Clavel, je suis directeur des services techniques du Grand Figeac.
Donc, comme il a été dit, Grand Figeac, c'est une communauté de communes du Lot située en région Occitanie. On a la particularité d'être une commune XXL, c'est-à-dire qu'on a 92 communes. La compétence voirie inclut donc la gestion des ouvrages d'art. Donc la communauté l'exerce depuis 2014. On a 2200 km de route à suivre. Et alors on a 483 ouvrages d'art. Et dans les ouvrages d'art, on inclut tout ce qui est murs de soutènement. Et donc c'est vrai que la gestion des ponts ou des murs de soutènement est un enjeu qui est très très important pour notre collectivité, à la fois d'un point de vue sécuritaire et aussi d'un point de vue financier. Merci, M. Clavel. Alors, pour débuter cette table ronde, nous allons tenter de répondre aux interrogations suivantes. Quel état connu aujourd'hui du parc? Comment aller au-delà en matière de connaissance de ces ouvrages? Et quels sont les principaux enjeux? Pour démarrer la discussion, je me tourne vers Émilie, puisque aujourd'hui, comme on vient de l'entendre, le CRMA est pilote le programme national. Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux à votre échelle? Oui, d'abord, le premier enjeu, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que les ponts, ce sont des éléments essentiels des territoires. Les ponts, ce sont des points névralgiques des réseaux d'infrastructures. Ils permettent la desserte des services, des emplois, le transport scolaire, l'accès aux exploitations agricoles. Et il suffit parfois qu'un pont de quelques mètres fasse défaut pour déstabiliser tout un territoire. C'est donc un patrimoine précieux, mais c'est aussi un patrimoine fragile et il faut l'entretenir et le conserver en bonne santé. Alors, c'est un patrimoine fragile, pourquoi ? Aujourd'hui, en France, ce patrimoine est vieillissant. Une large partie du patrimoine a été construite après-guerre et on estime que l'espérance de vie d'un pont est autour de 100 ans. Alors, 100 ans, évidemment, c'est une moyenne et ça va dépendre de la nature de l'ouvrage, ça va dépendre de son usage. Et on voit aujourd'hui que l'on a des charges de plus en plus lourdes qui peuvent passer sur ces ponts. Ça va dépendre également de l'environnement. On va avoir des zones avec des contraintes climatiques plus ou moins fortes. Et puis, on sait aussi tous que ces contraintes évoluent. Et puis, sa durée de vie, elle va dépendre surtout de la surveillance et de l'entretien qu'aura eu le pont tout au long de sa vie. Donc, c'est un patrimoine extrêmement sensible. Et comme vous l'avez dit, Alexandra, malheureusement, tout cela nous a été dramatiquement rappelé ces derniers temps avec l'effondrement du pont Morandi à Gênes, avec également plus récemment l'effondrement du pont suspendu en France à Mirepoix-sur-Tarn, lié à une surcharge. Donc, ces phénomènes sont des phénomènes qui sont connus depuis longtemps des spécialistes, la fragilité des ponts, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde en prend conscience et c'est l'occasion de pouvoir mener une véritable action de solidarité nationale pour mieux conserver ce patrimoine. Cette historique et ces événements récents sont finalement catalyseurs de nouvelles tendances? Oui, alors aujourd'hui, vous l'avez également dit en introduction, on estime qu'il existe en France entre 200 et 250 000 ponts. La moitié de ces ponts appartiennent aux départements. Une petite moitié appartient aux communes et à leurs groupements, et puis environ 24 000 appartiennent à l'État. Et ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les grands gestionnaires ont en général de bons standards de gestion de leurs ouvrages, mais les communes rurales sont particulièrement démunies. Elles n'ont ni les moyens, ni les compétences de mettre en place une gestion de patrimoine dans le temps. Elles n'ont pas de procédure adaptée. Et donc, alors tout cela a été rappelé dans la mission sénatoriale menée par le sénateur Hervé Maurey, qui a pointé ce manque de connaissance des ponts communaux, qui a aussi pointé que 18 à 20% de ces ouvrages présenteraient des pathologies structurelles. Donc on a un véritable enjeu national à mieux connaître ce patrimoine et à le préserver. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé de consacrer 40 millions d'euros aux ponts communaux à travers le programme national Ponts, mais dont j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Merci, Émilie. Je tourne maintenant vers Régis pour compléter cette vision nationale, une vision plus macro, avec une vision plus locale sur votre territoire. Est-ce que pour nous donner une petite idée des enjeux qui présentent les ponts sur votre territoire, vous pouvez nous rappeler de combien ponts est-il dans la communauté de communes de Grand Figeac et quelle est votre connaissance aujourd'hui de l'état du parc? Alors, le parc au niveau du Grand Figeac s'élève à 164 ponts.
Donc, comme je l'ai dit précédemment, le Grand Figeac, c'est une collectivité qui est jeune dans sa configuration actuelle et on a la compétence en fait que depuis 2014. Et donc le territoire est essentiellement rural et comme le disait Émilie, c'est vrai qu'en termes de suivi, alors il y avait l'État qui effectuait un suivi sur les ouvrages les plus importants, mais après en termes de suivi, de méthodologie, de travaux, effectivement les communes qui avaient en charge l'entretien de ces ouvrages étaient un petit peu démunies, alors à la fois en termes d'un point de vue financier et aussi d'un point de vue technique, parce que une petite commune, il n'y a pas forcément de compétences pour suivre l'entretien. Donc nous, en fait, là, on est en pleine phase. Donc quand on a pris la compétence voirie, on s'est d'abord focalisé sur l'entretien des routes. Et là, maintenant, depuis quelques mois, on se penche sur les ouvrages d'art en essayant de s'approprier la connaissance du patrimoine, donc en recherchant les données existantes, et puis nous, en les enrichissant. Et on essaye donc d'appliquer une double méthode, à la fois une méthode pour réaliser les travaux, tout en poursuivant les études pour améliorer la connaissance à la fois quantitative et qualitative. Et quand je dis quantitative, c'est qu'il y avait aussi des ouvrages qui n'étaient pas forcément recensés. Voilà un petit peu comment on travaille au niveau du Grand Figeac. Je vais répéter. Merci, Monsieur Clavel. Quels sont vos principaux défis aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont liés aux spécificités de votre territoire? Alors, les principaux défis, oui, c'est effectivement le territoire est un petit peu particulier. On a beaucoup de parties qui sont vallonnées, avec en fond de vallée des cours d'eau, bien évidemment. Et aussi, on a des routes qui passent à flanc de coteaux qui sont assez escarpés, enjambant des ruisseaux. Donc, on a du coup beaucoup d'ouvrages qui ont été construits avec des conceptions assez différentes, avec des dimensionnements aussi assez variables. Et surtout, ce qui fait un petit peu la spécificité, et toujours en complétant ce qu'a dit Émilie tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une grosse évolution des usages, notamment en milieu rural, avec une évolution des gabarits des engins agricoles, alors que ce soit évolution des gabarits en termes de dimensionnement, mais aussi en termes de charge. Et on a effectivement on observe une usure, une dégradation qui est plus rapide depuis quelques années, puisque bien évidemment les ouvrages n'étaient pas forcément dimensionnés au départ pour supporter de telles charges. Vous avez rappelé votre approche tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu plus sur là où vous en êtes avec le recensement de vos ouvrages? Alors, au niveau du recensement, donc on a quasiment tout terminé, sachant qu'on s'appuie beaucoup sur le suivi qui était fait par l'État. Là, on est en train de compléter, on est en train de géolocaliser l'ensemble des ouvrages, d'améliorer les diagnostics qui étaient faits, de les mettre à jour surtout, et d'intégrer toutes ces données dans notre SIG. Et en parallèle, quand on voit que certains ouvrages ont besoin d'intervention rapide, on fait les travaux. Mais on est encore dans cette phase d'appropriation donc de la connaissance de notre patrimoine. D'accord. Je tourne, pour compléter ces différents constats, je tourne vers Hakim. Qui fait, du coup, on a compris, de la rénovation des ponts une véritable priorité. Hakim, en réaction à ces constats et ces enjeux, quel est le point de vue finalement de la Banque des Territoires sur ces enjeux et notamment en lien avec le sujet de diagnostic? Alexandra, je pense que l'essentiel vient d'être finalement dit au cours des deux précédentes interventions. Mais finalement, on retrouve certains des principaux marqueurs de ce qui fait l'intervention de la Banque des Territoires, ses modes d'action, ses modes de faire. On a un terreau qui est éclairant sur notre mode de faire. Et je pourrais faire un parallèle avec d'autres sujets qui ont été lancés dans le cadre du plan de relance. Premier élément, c'est ce qu'indiquait Émilie, au niveau macro. On est face à des enjeux qui sont
qui sont massifs, qui sont très importants. On a de l'ordre de 200-250 000 ponts, on ne sait pas dire exactement combien, 300 000 ouvrages d'art en France. Il y a donc des besoins qui sont très importants. C'était le rapport qui était cité tout à l'heure. 10% des ponts en France ont probablement des enjeux structurels, 18 à 20% à l'échelon communal. Donc les besoins sont très importants. On regarde juste un éclairage financier. L'évaluation, c'est que d'un point de vue, j'allais dire CAPEX, d'un point de vue valeur des actifs, on parle quand même de 200 milliards d'euros. Donc chaque année, si je rapporte aux 100 ans de durée de vie économique que tu indiquais, il faudrait mettre 2 milliards, probablement 2,5 milliards par an pour juste maintenir le parc en l'état. Bon, on le sait, on en est très loin. Et donc, face à ces enjeux massifs, ces enjeux de politique publique qui sont portés par l'État et dans le cadre du programme national Pont par le CEREMA, on est typiquement sur des volumétries et des enjeux dans le cadre desquels la Banque des Territoires a toute sa place. Deuxième élément, et là je reviens sur les propos de Régis, on le sait, la problématique à l'échelle macro, elle est adressée. Enfin, on sait qu'il y a un sujet. À l'échelle des territoires, très concrètement, j'ai un parc de 164 ponts. Je sais qu'il y en a probablement que je dois rénover, mais très concrètement, dans les 164, lesquels? C'est un coût qui est substantiel. Et donc là, il y a une distance, il y a des problématiques de moyens, pour un ensemble de raisons que l'on connaît, de moyens humains, de temps, de capacité à adresser l'élu pour qu'il prenne la décision, etc. Et donc, le plan pont de la Banque des Territoires essaye, en complémentarité du programme national pont, d'adresser ces sujets. On le verra au travers d'outils data. Donc, il y a une base tout à fait particulière qui a été créée dans cette perspective-là, et de crédit d'ingénierie. L'outil Prioréno Pont dont on va parler, il est en écho à d'autres sujets que l'on porte, et il a une ambition, c'est dire, j'ai 100 ponts, on sait qu'on n'aura pas le temps, pas les moyens de tout adresser, comment on peut préqualifier et donc se concentrer en identifiant les 15%, 20% à adresser en priorité. C'est là qu'on va faire les études, c'est là qu'on va concentrer les efforts, parce que sinon, de toute façon, on sait qu'on n'avancera que difficilement. Et peut-être un dernier éclairage, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose, alors je prends la casquette banquier d'intérêt général, ça c'est un sujet qui n'a pas été évoqué, mais je sais qu'il est dimensionnant dans le cadre de la problématique qui nous occupe ce matin, c'est celle du financement. Je ne déflorerai pas le sujet, mais c'est juste pour éclairer. Je reviens, enfin, moi je trouve fondamental l'éclairage des 100 ans. En général, on parle, oui, le normatif, c'est une durée de vie de 100 ans en fonction des typologies. On ne rentre pas dans les détails, béton précontraint, et bon voilà, c'est 70-80 ans, c'est peut-être ça. Les financements qui sont proposés aujourd'hui, il y a les volumétries, il y a énormément d'argent, on le sait, les taux sont attractifs, etc. Mais les maturités qui sont proposées par le marché aux collectivités sont souvent très réduites. C'est pour une collectivité de moins de 20 ans, en 2020, je crois que la médiane, c'est 17 ans, 17 ans et demi, un prêt à 17 ans, alors que vous allez travailler sur la structure d'un pont dont la durée de vie sera 80 ans, d'un point de vue purement économique, c'est sous-optimal. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la Banque des Territoires, en lien avec les pouvoirs publics, a travaillé sur des financements qui répondent aux contraintes budgétaires des collectivités, on sera plus précis tout à l'heure, créer l'effet de levier et répondre aux contraintes de financement des collectivités en apportant des caractéristiques qui n'existent pas sur le marché, parce que les enjeux, c'est des enjeux de continuité des territoires, de sécurité, et on espère, pour partie, y répondre avec ce plan pont de la Banque des Territoires. Merci, Kim. Merci à tous pour avoir exposé ces enjeux, ces grands constats, finalement, cette situation aujourd'hui de l'état actuel des ouvrages d'art. On passe maintenant à une deuxième temps de cette table ronde qui veut vouloir adresser plus la connaissance, comment mieux connaître son parc aujourd'hui, comment mieux identifier et préqualifier justement ces ouvrages d'art et ces ponts, et quelles sont concrètement les solutions qui sont disponibles pour les territoires aujourd'hui. On commence peut-être avec un peu le même ordre que la dernière fois. Émilie, le CEREMA qui du coup propose ce programme et qui pilote le programme national Pont. Concrètement, quelles actions et quelles solutions sont proposées aujourd'hui aux collectivités?
Alors le programme National Pont, comme je l'ai indiqué, donc c'est un programme financé dans le cadre de France Relance, à hauteur de 40 millions d'euros. Il s'inscrit également dans l'appui qu'apporte l'Agence nationale de la cohésion des territoires à l'ingénierie auprès des collectivités. Et son principal objectif, c'est de doter les communes d'outils pour qu'elles puissent mener les actions de surveillance et d'entretien de leurs ponts qu'elles doivent réaliser. Donc c'est le principal axe du programme. Il y a un second axe que je ne développerai pas ici, mais qui est plutôt à destination des entreprises et qui consiste en un appel à projet pour favoriser la transformation numérique et explorer les pistes relatives aux ponts connectés. Alors, le programme National Pont à destination des collectivités, de quoi il s'agit? C'est un programme qui s'adresse aux communes et plus précisément à 28 000 communes éligibles. Elles ont été sélectionnées, ces communes éligibles, sur des critères de population et de potentiel fiscal pour s'adresser aux communes les plus démunies en termes de compétences techniques et aussi de moyens financiers. Pour donner un ordre de grandeur, parmi ces 28 000 communes éligibles, il y en a 18 000 qui ont moins de 500 habitants. Donc on est vraiment sur des communes de petite taille. L'enjeu du programme, c'est de mener dans ces communes où on ne connaît pas les ouvrages. Souvent, on ne sait pas exactement où ils sont situés, on ne sait pas exactement si on en est propriétaire, et puis surtout, on n'a pas mis à jour de diagnostic, et donc on ne connaît pas vraiment leur état. Donc, ce que va faire le programme, c'est de mener une vaste campagne de recensement et de reconnaissance des ouvrages dans ces communes. Cette campagne, elle est pilotée par le CEREMA et elle sera effectuée sur le terrain par l'ingénierie privée que le CEREMA missionne au travers d'accords cadres nationaux. Alors, dans une première phase, chaque commune éligible et volontaire pourra bénéficier d'une visite qui sera réalisée sur le terrain de l'ensemble de ces ouvrages. À l'issue de cette visite, chaque commune se verra remettre un carnet de santé de ses ponts. Le carnet de santé, c'est quoi? Finalement, c'est comme le carnet de santé que l'on peut avoir, vous et moi. Et on va y retrouver des données administratives, géométriques de l'ouvrage, qui auront pu être renseignées au cours des visites qui seront effectuées sur le terrain. On y trouvera également un premier constat annuel sur l'état de l'ouvrage. Et puis, on y trouvera surtout un certain nombre de pages vides qui correspondront aux visites de surveillance et d'entretien à mener dans le temps. Et donc, un peu comme nos carnets de santé à tout à chacun, ça permettra à la commune de savoir les actions qu'elle a à mener et puis de pouvoir regrouper dans un même dossier tout ce qu'elle a effectué pour pouvoir garantir que l'ouvrage puisse vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, c'est vraiment l'outil par lequel on souhaite doter les communes de moyens pour mener les politiques de gestion du patrimoine. Cet outil, il a été construit de longue date avec la contribution de l'ensemble de la communauté technique et notamment de l'ingénierie privée et de l'IMGC. Et il a été travaillé pour être épuré et pédagogique. Donc, on a revu les méthodologies pour qu'elles soient adaptées aux ponts communaux, aux ponts des collectivités de plus petite taille. Merci. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours d'expérience de ceux et ces dispositifs? Oui, alors aujourd'hui, je l'ai dit, pour pouvoir bénéficier du programme, les communes devaient être éligibles et volontaires. Et donc, depuis le mois de février, le CEREMA, avec ses partenaires, a mené une vaste campagne de publicité pour que les communes s'inscrivent au programme. Et on a aujourd'hui plus de 10 000 communes volontaires. Donc, c'est un vrai succès puisque ça représente environ les 2/3 des communes qui ont au moins un ouvrage parmi nos communes éligibles. Et ce succès, il est lié au fort relais du programme qui a été assuré par les services déconcentrés de l'État, mais également par les collectivités et les associations de collectivités qui sont essentielles pour nous dans le bon déploiement et dans la bonne diffusion du dispositif, et qui seront aussi des acteurs essentiels demain pour que ce programme ne soit pas isolé, mais qu'il dure dans le temps et qu'on puisse inscrire cette dynamique de façon pérenne dans les bonnes pratiques des communes. Donc ça, c'est le premier point sur nos communes volontaires, plus de 10 000 à ce jour. L'autre point, c'est le lancement bientôt des visites sur le terrain. Donc entre la rentrée 2021 et l'été 2022, les communes volontaires vont être contactées par un bureau d'études
pour que les premières visites de terrain soient réalisées. Et puis, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais pour les ouvrages que l'on aurait pu repérer comme les plus sensibles parmi les premières visites que l'on aura réalisées, une visite plus approfondie pourra être proposée dans une seconde phase. Cette visite, ça permettra un pas supplémentaire vers la réalisation de travaux, s'ils sont nécessaires. Et donc là, ces visites plus approfondies, elles devraient démarrer à l'horizon du printemps 2022. Il faut que l'on ait fait de premières visites de recensement et de reconnaissance avant de pouvoir les conduire. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de poursuivre, je vous rappelle à toutes et à tous qu'il est possible d'écrire vos questions dans le chat. On commence à en avoir des premières questions, mais je vous invite vivement à le faire. On aura une courte séquence questions-réponses tout à l'heure. Hakim, en complément de ce programme national présenté par Émilie, est-ce que tu pourras nous présenter aussi le programme Pont de la Banque des Territoires? Absolument, et je suis même là pour ça. Simplement, avant de parler du plan Pont Banque des Territoires, je reviens sur le programme national Pont. C'est pas pour faire de la pub, et je suis pas du CRMA, mais il y a quelque chose qu'on suit particulièrement à la Banque des Territoires pour accompagner au mieux les collectivités. On suit de manière, je dirais, industrielle les mises en concurrence, notamment sur le sujet des ponts, avec des stratégies de web scrapping et text mining. Voilà. Simplement un éclairage quantitatif. Par rapport à l'année dernière, on a plus, alors j'aurais dû vérifier le chiffre à date, mais on est à plus 50 ou plus 55% de mise en concurrence sur la rénovation des ponts. Et je trouve frappant, en fait, la courbe qui est décrite sur les 18 derniers mois. Il y a une très très forte accélération depuis novembre-décembre dernier, et en fait c'est le lancement du programme national Pont. Donc moi je trouve que c'est frappant. Il y a une réelle dynamique qui est matérialisée au travers du programme national Pont. Et donc voilà, si on peut accompagner les collectivités qui s'engagent dans ce cadre-là, eh bien on en sera ravis. Alors du coup, le programme, pardon, justement pas le programme, le plan Pont de la Banque des Territoires, il est composé d'un ensemble de dispositifs qui viennent répondre à des points qui ont été identifiés sur l'ensemble, je dirais, de la frise temporelle d'un projet de rénovation. Si on vient, on en vient au tout début. Avant de parler de financement, si vous voulez, nous on a débarqué avec nos gros sabots, on a dit on peut vous financer. Il y a plein de collectivités avec qui on a discuté, on a co-construit ce plan Pont de la Banque des Territoires, qui nous ont dit mais attendez, enfin, avant de parler financement, on a besoin de connaître notre parc, on a besoin de savoir quels sont ceux sur lesquels on peut prioriser les choses, etc. Voilà, c'était le propos de la première partie. Et donc, le plan Pont de la Banque des Territoires comprend un premier volet qui est Prioréno-Pont. Je ne déflore pas le sujet, il sera brillamment présenté par Stéphanie. Et donc, mais en synthèse, ce dispositif, c'est un dispositif numérique, 100% gratuit, aujourd'hui et demain. Disponible, je crois que même l'URL sera présentée, et qui permet en synthèse, d'avoir une identification, je dirais, assez rapide, sans intervention experte externe de son parc. Il y a des collectivités, elles sont nombreuses, pour lesquelles c'est déjà une première étape, qui sera complété par des données physiques par rapport au parc, préqualification, éléments financiers. Je ne déflore pas. En synthèse, c'est comment permettre de dégrossir le sujet pour la collectivité, et c'est Prioréno-Pont qui va y répondre. C'est gratuit, c'est disponible, et vous pouvez y aller tout de suite. Une fois qu'on a une vision indicative de son parc, il y a la deuxième étape, ça remplacera jamais des études in situ lourdes dès lors qu'on s'apprête, on se met dans la configuration de vraiment procéder à des rénovations. Et donc, en complémentarité du programme national Pont, la Banque des Territoires a déployé dans le cadre de son plan une enveloppe de plusieurs millions d'euros de crédit d'ingénierie. Cette enveloppe est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez y avoir accès en prenant la tâche de la direction régionale Banque des Territoires dont vous dépendez. Cette enveloppe de crédit d'ingénierie, elle est disponible.
et elle est soumise à un certain nombre de conditionnalités. Cette enveloppe, très concrètement, c'est quoi? C'est de la subvention d'études, c'est en cofinancement d'études avec la collectivité et dans la limite de 50% des coûts TTC des études qui sont lancées. Voilà. Donc c'est un apport non négligeable pour doper, pour accélérer ces études avant la phase de mise en chantier. Et je rappelle simplement une chose, ce plan pont de la Banque des Territoires, il s'intègre dans le plan beaucoup plus global T2E, Banque des Territoires BPI, un plan de 40 milliards d'euros, grosso modo 20 milliards. Alors ça peut surprendre parce qu'on parle d'infra et puis pourquoi c'est T2E? En fait, le plan T2E de la Banque des Territoires emporte également des dimensions liées à la continuité et à la résilience des territoires. Et donc c'est dans ce cadre-là que ça s'intègre. Et donc ces crédits d'ingénierie sont disponibles, cofinancement, max 50% des coûts TTC. Vous pouvez y accéder dans le cadre d'échanges avec la direction régionale Banque des Territoires. Il y a un certain nombre d'orientations qui entourent la mise à disposition de ces financements. C'est notamment, dès lors que vous relevez du champ du programme national pont, les données qui seront générées, les mettre à disposition du programme national pont. Voilà, c'est une bonne utilisation des deniers publics. Deuxième élément, et là je suis plus sur les études elles-mêmes, deux attendus. On a mis à disposition, c'est sur la plateforme Banque des Territoires, un document qui apporte un ensemble d'éclairages dans la définition du cahier des charges qui est souhaité. Il peut être largement complété, ce n'est pas le propos, mais parmi les attendus, et toujours dans l'esprit qui est incarné et qu'on présente ce matin, c'est que, ces études emportent une dimension stratégie de patrimoine. C'est important. On voit qu'il y a des approches souvent pour des raisons, pour un ensemble de raisons qui sont court, moyen terme, et on est sur des actifs long terme, et il faut une stratégie de patrimoine. Et deuxième élément, on est sur une visée beaucoup plus opérationnelle. Encore une fois, ça s'intègre dans le plan de relance. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des mises en chantier dans les territoires et que ça irrigue l'économie tout en répondant aux enjeux de sécurité. Et donc, sur les ouvrages pour lesquels il y aurait une identification d'un risque structurel avéré au travers de premières analyses, eh bien, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait des analyses beaucoup plus poussées, en synthèse, qu'il y ait un pré-projet, voire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme ça, avec des dimensions techniques, financières, juridiques, etc., en balayant toutes les étapes d'une rénovation, parce que l'ambition qui est derrière, au travers de ces études, c'est que si à la fin l'élu top, eh ben, faut y aller. On a l'ensemble des briques, il va falloir les développer, etc., les préciser, mais en fait, toutes les briques, elles sont là, et donc ça permet d'accélérer dans la rénovation des ouvrages. L'enveloppe est disponible, prenez la tâche de la direction régionale de la Banque des Territoires si ça vous intéresse. Et je terminerai par les financements, c'est le troisième axe. Je vois les yeux, il faut que j'accélère, non? Ou on est bien? On est bien, bon, bah, très bien. D'un point de vue financement, voilà, c'est un peu le constat qui a été dressé pendant l'axe 1 de ce dialogue que tu animes, Alexandra, c'est la durée de vie de ces actifs, et ça c'était plutôt ma remarque, c'est la dissymétrie totale entre les maturités, les durées des financements qui sont proposés sur le marché et la durée de vie économique de ces actifs. Et donc, dans le cadre du plan de relance et du plan Banque des Territoires de soutien à la rénovation des ponts, on a élargi l'éligibilité à cette thématique de l'enveloppe du MobiPrêt, qui est un prêt d'intérêt général, qui a été déployé à la demande des pouvoirs publics. Et c'est un prêt tout à fait spécifique pour de nombreuses raisons. C'est une enveloppe de 2 milliards d'euros, donc les financements sont importants. L'enveloppe est ouverte jusqu'à fin de l'année prochaine. Et donc, entre guillemets, premier arrivé, premier servi, ça sera dans la limite de ces 2 milliards jusqu'à la fin d'année prochaine. Deuxième élément, bon, pour un banquier, il est non négligeable. Dans le cadre du plan de relance, il y a eu une amélioration de la tarification, puisque désormais, la tarification est à taux du livret A plus 0,6%. Très concrètement, avec un TLA à 0,5% aujourd'hui, ça fait 1,1%. Avec des maturités absolument exceptionnelles. C'est-à-dire que dans le cadre du MobiPrêt, c'est un prêt qui peut vous être accordé jusqu'à 50 ans. Ça n'existe pas sur le marché.
et ça répond à cette problématique de durée de vie de l'actif. Et ça permet de répondre aux contraintes budgétaires des collectivités. Bien évidemment, si vous amortissez un prêt sur 20 ans, ça sera plus difficilement intégrable dans votre budget. Tout va bien? Régis Clavel, ça sera voilà, plus difficilement intégrable dans le budget annuel qu'en l'amortissant sur long terme. Donc, c'est une enveloppe de 2 milliards d'euros. Elle est disponible. La tarification a été améliorée. Point essentiel, des prêts qui peuvent être accordés jusqu'à 50 ans. Je rebondis sur le propos de tout à l'heure sur les études. Pour l'ensemble des coûts d'études qui restent à votre charge et qui peuvent être fléchés sur l'ouvrage d'art dont vous demandez le financement, on peut vous refinancer les coûts d'études. Et pour répondre aux contraintes budgétaires des collectivités, là encore, c'est une souplesse que l'on a apportée par rapport à ça. Et puis peut-être dernier élément, parce qu'on a des discussions actuellement avec plusieurs collectivités par rapport à ça. Si les ouvrages d'art que vous voulez rénover eh bien, emportent une dimension au moins pour 25% des investissements en mobilité douce, je pense notamment à un pont historique sur lequel passe un tram, eh ben, là typiquement, vous pouvez bénéficier de financement du MobiPrêt, mais sur ressources européennes, dans la limite de 50% des investissements. C'est maximum 25 ans, mais avec des taux fixes de marché très attractifs. Et donc là, on est encore dans l'esprit plan de relance et tarification attractive, mais avec des maturités jusqu'à 25 ans. Donc, le MobiPrêt, il est disponible et pareil, vous pouvez en bénéficier en prenant la tâche de la Direction régionale Banque des Territoires dont vous dépendez. Peut-être que je conclurai simplement par le dernier volet des financements. Et ça, c'est une novation de la Banque des Territoires dans le cadre de ce plan de relance, plan de soutien à la rénovation des ponts. On propose également des approches en fonds propres. Donc, si vous êtes une collectivité qui, a une taille de parc suffisante, qui s'inscrit réellement dans une dynamique de rénovation. Je ne sais pas si je l'ai dit assez clairement, les crédits d'ingénierie sont prioritairement, puisqu'on a des contraintes d'enveloppe, ils seront prioritairement destinés aux collectivités qui confirment, sans que ce soit contractuel, hein, mais c'est un état d'esprit, qui confirme qu'elles s'intègrent vraiment dans la perspective d'une dynamique réelle de rénovation. Plan de relance, objectif chantier. Mais donc, pour revenir sur les fonds propres, on a la possibilité de monter des sociétés de projets qui travailleront sur la rénovation d'un ensemble, entre guillemets, large d'ouvrages d'art. Très concrètement, ce sont des approches partenariales. Ça permet d'englober toutes les dimensions administratives, financières, aller chercher les financements adéquats, internalisation de toutes les problématiques, voilà, dans la société de projet. Et parce que le parc sera non négligeable, la société peut bénéficier d'effets d'échelle. Et donc, à la fin, en ayant ce type d'approche, ça peut même conduire en fait à une réduction des coûts en ayant eh bien, une accélération de la rénovation des ponts. Donc voilà, ça c'est une innovation, on ne le faisait pas avant. La Banque des Territoires est disponible si certains territoires eh bien, souhaitaient voir sur leur parc une accélération des rénovations, approche en fonds propres, avec la mise en place de sociétés de projet. Et là encore, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre la tâche de la Direction régionale Banque des Territoires dont vous dépendez. C'est pas branché. Merci beaucoup, Hakim. Je vois qu'on commence à avoir beaucoup de questions. Donc, ce que je propose de faire potentiellement avant de passer à Stéphanie qui attend si patiemment pour présenter à la fois Auxande et Prio Rénopont, en plus de détails conventionné par Hakim, c'est de peut-être prendre un ou deux premières questions que je l'ai vues par rapport à les interventions aussi d'Émilie et Hakim, mais notamment par rapport à l'articulation. Une première question qui était qui est envoyée par Baptiste Issier. Le Muritain Aglo. En excluant les communes plus importantes, n'avez-vous pas peur d'exclure un bon nombre d'ouvrages qui pourraient être laissés à l'abandon? Question qui, du coup, était plutôt dirigée au CRMA, me semble-t-il, par rapport à votre intervention. Vous pouvez peut-être proposer déjà une première réponse? Alors, effectivement,
Pardon. Alors effectivement, le programme national Pont, il a été souhaité par le gouvernement, orienté vers les plus petites communes. Hein. C'est entièrement gratuit pour toutes les communes qui sont éligibles. Et donc, eh bien, Hakim l'a aussi évoqué, il y a des sujets d'enveloppe. Donc voilà, le choix a été fait de s'orienter vers les communes les plus démunies. Pour autant, il n'y a pas rien pour les communes non éligibles. Alors, le CEREMA peut accompagner ces communes par des apports méthodologiques. Il y a un certain nombre de guides qui ont été produits à destination des communes pour la surveillance et l'entretien de leurs ouvrages. Il y a également toute une méthodologie qui va être établie dans le cadre du programme national Pont et qui sera mise à disposition de tous, comme le carnet de santé ou des techniques de recueil de données sur le terrain. Et puis, il y a la complémentarité de l'offre de la Banque des territoires qui, là, va pouvoir apporter des financements pour les collectivités de taille plus importante qui ont besoin, elles aussi, de réaliser des études de diagnostic, des premières étapes de surveillance et puis d'aller jusqu'aux travaux. Absolument. C'est un point fondamental. C'est-à-dire qu'il y a le périmètre du programme national Pont, qui déjà englobe de très très nombreuses collectivités. Enfin, les chiffres que tu indiquais sont impressionnants et on sait déjà tous les efforts et les moyens qui y sont dédiés. Maintenant, pour toutes les collectivités qui ne sont pas éligibles au programme national Pont, enfin, dès qu'on est une commune d'une certaine taille, un EPCI, une Comco, un département, je pense on a des échanges maintenant avec plusieurs EPT, agglo, métropole. Bon voilà, il y a une dynamique qui est en train de se matérialiser. Prioréno Pont qui vous sera présenté, c'est ouvert à tout le monde. Toute collectivité qui souhaite en bénéficier peut en bénéficier, et cela dès à présent. On a le volet crédit d'ingénierie où pour les collectivités qui ne sont pas éligibles au programme national Pont et pour les quelques-unes qui ont peut-être eu un peu de retard et qui n'ont pas pu s'embarquer dans le programme national Pont, les enveloppes de crédit d'ingénierie de la Banque des territoires sont disponibles dès lors que la collectivité s'inscrit dans les perspectives que l'on indiquait tout à l'heure. Celle d'avoir une dynamique pour engager des rénovations concrètes. Et bien évidemment, le volet financier, les 2 milliards d'euros de Mobiprêt qui sont à disposition, ils sont à disposition pour toute collectivité. Aucune distinction de taille, de conditions, etc. C'est des conditions et des enveloppes, une éligibilité qui est totalement ouverte. Et donc, si vous avez des besoins de financement, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Je voudrais juste préciser rapidement, suite à la remarque d'Hakim, si des collectivités éligibles au programme national Pont et qui ont raté le coche de la candidature souhaitaient encore en bénéficier, c'est encore possible. Il faut vous adresser aux directions départementales des territoires les plus proches de chez vous ou aux directions territoriales du CEREMA, mais on peut encore recueillir les candidatures restantes. Merci Amélie. Je passe du coup maintenant la parole à Stéphanie pour présenter à la fois la société Auxandre et puis bien sûr ce Prioréno Pont qui du coup on a bien entendu parler tout à l'heure. Oui, merci. Du coup, donc, juste revenir en quelques mots donc, sur Auxandre. Donc, Auxandre est une société donc, éditrice de logiciels. Donc, on accompagne déjà depuis un certain nombre d'années, depuis une vingtaine d'années déjà, les gestionnaires d'infrastructures et de patrimoine immobilier. Donc, notamment, voilà, on travaille auprès des collectivités, des gestionnaires de grands parcs d'ouvrages, que ce soit des métropoles, des départements, etc., dans leur gestion patrimoniale et à définir du coup des stratégies pertinentes de gestion durable de ces infrastructures qui ont effectivement de nombreux enjeux. Et donc Auxandre est une société donc, qui fournit déjà un logiciel donc, qui s'appelle Infrasim sur le domaine des ouvrages d'art et des chaussées. Et le but de cet outil est de fournir des simulations de stratégies d'entretien pour définir où sont les priorités sur un parc et d'aider donc, les gestionnaires à prendre des décisions éclairées qui intègrent cette notion de connaissance du patrimoine, mais aussi les enjeux associés à ce patrimoine. Effectivement, comment prioriser quand on a des restrictions budgétaires que vous avez tous. Donc, je vous propose, c'est qu'on passe à cet outil Prioréno. Donc, on a développé donc, avec la Banque des territoires. Donc, on a prévu une petite vidéo pour vous le présenter en quelques mots. Donc, l'outil Prioréno, c'est donc un outil donc, qui se veut donc 100% gratuit, Hakim l'a bien dit, et qui vous permet donc vraiment de préqualifier vos ouvrages d'art, vos ponts,
sur votre collectivité. Donc c'est assez simple, il vous suffit de vous inscrire, le lien est fourni. Et ensuite, quand vous connectez, vous arrivez sur une cartographie donc, qui vous permet d'accéder en fait déjà à une très très riche base de données qui a été fournie et développée avec la Banque des Territoires, donc qui recense déjà près de 300 000 ouvrages, 300 000 ponts. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer, filtrer sur votre commune, votre département, aller zoomer, et vous allez y retrouver une certaine liste d'ouvrages. Donc soit vous sélectionnez dans la liste, soit vous en créez un nouveau. Et ensuite, on va vous demander de compléter certains champs qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatifs, mais qui permettent de préciser voilà, des notions de métrique, des notions de qualité des ouvrages. Donc, soit vous avez des informations diagnostiques, soit vous avez une appréciation de l'état de ces ouvrages. Vous allez compléter un certain nombre de champs qui sont assez restreints. Hein. Il y en a une dizaine, une quinzaine. Et une fois que vous avez fait cette saisie, donc vous pouvez bien sûr y accéder puisque vous aurez un identifiant, vous validez ces données. Et ça va envoyer du coup l'information à la Banque des Territoires et à ses équipes, donc des directions régionales, qui vont pouvoir vous éditer un rapport de synthèse qui est donc une compilation, un peu une synthèse de votre patrimoine et une prévision de l'évolution de ce patrimoine, des risques qui lui sont associés et des budgets qu'on pourrait imaginer sur ce parc au regard de sa connaissances que vous avez saisies, au regard de modèles de vieillissement qui sont intégrés dans la solution Infrasim, donc développée par Oxand, et qui vont permettre de vous donner des éclairages. C'est une préqualification qui permet vraiment d'éclairer sur, comme disait Hakim, où sont les ouvrages prioritaires, s'il faut prioriser là où il y a des pathologies à aller peut-être creuser, là où sont vos risques principaux, et quel serait l'ordre de grandeur des budgets à investir. Donc ça vous donne cet éclairage-là. L'objectif étant de cibler là où vous devriez intervenir en priorité. Et ensuite, la direction régionale qui vous présentera tout ça pourra vous aider à définir quel est le meilleur financement, comment elle peut vous accompagner dans cette démarche et donc vous accompagner à financer des programmes, soit d'études, puisque effectivement ça restera une préqualification, une première vision de votre parc, donc faire des études approfondies là où il y a des risques majeurs, soit de lancer donc, des programmes de travaux là où c'est déjà avéré, où vous avez déjà une connaissance déjà importante. Donc voilà en quelques mots, n'hésitez pas après donc effectivement sur le chat si vous avez des questions. Vous avez le lien, donc il vous suffit de cliquer sur le lien, je pense qu'il est dans le chat. Directement quand vous cliquez sur ce lien, on va juste vous demander votre email, vos coordonnées et de quelle collectivité vous venez. Vous vous inscrivez et ensuite vous n'avez plus qu'à suivre vraiment le déroulé qui est assez simple qu'on vous a montré en quelques clics. Vous pouvez générer des données, donc n'hésitez pas. Ensuite, si vous avez des questions, il y a le chat, mais il y a aussi vos directions régionales donc de la Banque des Territoires qui sont là pour vous aider dans cette démarche et qui seront ravis de vous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup Stéphanie. C'est un beau projet d'ailleurs que je cite d'innovation ouverte. J'entends surtout entre la Banque des Territoires et puis cette entreprise innovante. Je préfère peut-être là, comme on a vraiment beaucoup de questions, je veux surtout entendre maintenant Régis pour aussi voir son regard par rapport à ce qu'il vient d'entendre de toutes ces solutions finalement, ces belles solutions qui existent aujourd'hui pour les collectivités. Régis, quel est votre regard sur ce que vous venez d'entendre? Pour nous, Grand Figec, donc la priorité, c'est garantir la sécurité des usagers, mais aussi tout en agissant en fonction de nos capacités financières. Donc c'est vrai que les propositions faites correspondent un petit peu à nos attentes, puisque nous, ce que nous souhaitons faire, c'est de mettre en place un schéma de réfection des ouvrages d'art et bien sûr, un schéma qui alliera à la fois les contraintes opérationnelles et une stratégie financière. Donc c'est vrai que le programme national pont vient aussi à point nommé. Nous, alors, on a un petit peu contourné le fait que les EPCI soient pas forcément éligibles. On a inscrit toutes nos communes, toutes les communes du territoire au programme national. Donc on espère que ça va fonctionner et que le CEREMA pourra nous apporter son soutien. Ensuite, il y a la Banque des Territoires qui nous a sollicité là, par rapport à l'outil Priorino, nous demandant si on souhaitait participer à son utilisation. Mais donc ça s'est fait au moment où nous, on était en pleine réflexion sur les OA. Donc on a vite adhéré parce qu'on a compris l'utilité qu'on pourrait ressortir de cet outil. Et
Du coup, on l'a utilisé et on en est assez satisfait. Ensuite, effectivement, il a été abordé les problématiques liées au financement. Alors, juste pour rappel, nous, la compétence voirie à l'heure actuelle, c'est que ce soit en entretien ou en investissement, on est à peu près à 6 millions d'euros. Donc, c'est vrai, si on vient ajouter à cela une politique sur la gestion des ouvrages d'art, effectivement, d'un point de vue financier, ça risque d'être compliqué. Et les solutions là, qui ont été proposées par la Banque des Territoires, aussi bien sur l'aide à l'ingénierie que les aspects prêts sur les travaux, vont nous permettre de planifier nos interventions. Super. Merci beaucoup, Hakim. Oui. Si je peux simplement rebondir sur le propos de Monsieur Clavel, deux éclairages un peu quantitatifs, parce que c'est fondamental. Il y a des contraintes budgétaires et toutes les collectivités qui nous regardent ont ces contraintes budgétaires, et on sait que d'un point de vue CAPEX, enfin coût d'investissement pour répondre aux enjeux structurels, ça chiffre très vite, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tourner autour du pot. On essaie de mettre un peu le sujet de côté tant qu'on n'a pas un risque avéré. D'un point de vue, bon voilà, les contraintes sont ce qu'elles sont, donc on ne revient pas sur le constat. Donc deux éclairages quantitatifs. Nous, ce qu'on a regardé, c'est on propose des prêts à 50 ans. Le MobiPrêt, c'est pas nécessairement 50 ans. Vous pouvez prendre moins, mais nous, on peut vous offrir jusqu'à 50 ans. On compare ça à des financements de marché. Il y a beaucoup de financements de marché. Ils sont attractifs. Bon. Je prends typiquement le prêt moyen d'une collectivité entre 20 et 50 000 habitants en 2020. Donc vraiment, ça, c'est les chiffres. Le prêt médian, c'est du taux fixe à 18 ans, 17 ans et demi, à 0,8%, quoi. C'est ça nous, on propose à la tarification que j'indiquais un prêt à 50 ans. À budget annuel donné, en prenant un MobiPrêt à 50 ans, vous pouvez investir tout de suite plus 110%. Parce que vous amortissez votre prêt sur beaucoup plus long terme. Il y a urgence en matière de sécurité, de continuité des territoires, etc. On a essayé d'en faire un peu la démonstration, mais les gens qui nous écoutent, ils connaissent mieux que nous le sujet. Donc, il y a urgence sur certains ouvrages. Le MobiPrêt répond à ça. Il y a même certaines collectivités qui peuvent avoir accès à des financements plus longs, jusqu'à 25 ans. À 25 ans, certains peuvent avoir des prêts à taux fixe à, on va dire, à titre normatif, à 1% par an. À la fin, avec un MobiPrêt à 50 ans, vous pouvez financer tout de suite plus 65% d'ouvrages ou d'investissements. Voilà. Donc, en synthèse, ces maturités, ce n'est pas de la théorie, c'est parce qu'on offre des maturités qui n'existent pas sur le marché bancaire, qu'on apporte une offre d'intérêt général à la demande des pouvoirs publics, eh bien, on peut répondre, dans le cadre des contraintes budgétaires des collectivités, eh bien, à l'ambition de rénover les ouvrages d'art dès maintenant. Donc voilà, sur le plan financier et par rapport aux propos de Régis, je souhaitais rebondir. Et puis peut-être je rebondis également sur le volet Prioréno. Prioréno Ponce a donc été co-construit avec un ensemble de collectivités. Je crois qu'il y a eu 9 collectivités à différents échelons, hein, vraiment des toutes petites communes. On a eu des Comco, on a eu des départements qui étaient là. On a des experts. Hein, Régis Clavel, son équipe connaissent bien leur parc. Il y en a d'autres qui connaissent beaucoup moins bien. Et puis on a typiquement les départements. Alors là, on a des équipes structurées, solides, il n'y a pas de sujet. Ils connaissent leur parc et modulo, encore une fois, quelques contraintes, mais c'est vraiment des sachants de leur parc avec certaines limites. Dans le cadre de la co-construction de Prioréno, même les départements nous ont indiqué que, en fait, le fait d'avoir des évaluations financières sur le coût d'entretien, de rénovation, avec des lois de vieillissement et donc des projections dans le temps, si tu rénoves tout de suite, voilà combien ça coûte. Si tu attends 10 ans, voilà combien ça te coûte. Bizarrement, ça te coûte beaucoup plus cher. C'est bon, on le sait, c'est pas du tout linéaire. Eh bien, ce qu'on nous indiquait, même au niveau des équipes des départements, c'est que dans ce dialogue avec les élus, notre ambition Banque des Territoires, c'est de participer à la décision, pas de participer à la décision locale, de lever les freins, d'apporter le matériau pour que les élus
de terrain eh bien, prennent les décisions en connaissance de cause. Et donc, même dans les équipes les plus structurées et dotées, eh bien, ils nous disaient, Prioreno, on connaît notre parc, donc cette partie-là, connaissance parc, préqualification, intéressant, mais voilà. Par contre, toutes les évaluations financières pour le dialogue avec les élus, pour lever les freins et renforcer ou accélérer la décision locale, eh bien, Prioreno Pont peut y participer. Voilà. Merci Hakim. Je passe maintenant à quelques questions qui ont été écrites sur le chat. Une première question, à la fois, je pense, pour le CERAMA et aussi la Banque des Territoires par rapport au Prioreno Pont. Comment s'articule le carnet de santé du programme Pont et cet outil Prioreno? On a eu également une autre question similaire sur le lien entre Prioreno et les diagnostics et les données obtenues par le dispositif CERAMA. Alors, je voulais... Oui, si c'est bon. Je voulais peut-être juste avant rassurer Monsieur Clavel sur le fait que le programme national Pont s'adresse aux communes, mais que bien évidemment, si les communes ont délégué la compétence à leur EPCI, elles restent éligibles et donc la prestation sera réalisée. Voilà, c'est juste la porte d'entrée, mais les EPCI sont tout à fait partie prenante de ce programme. Alors ensuite, par rapport à votre question, je pense qu'aujourd'hui, on est sur des dispositifs qui s'adressent à des périmètres différents, on l'a vu, qui ont aussi une approche différente. Voilà, le choix pour les communes du programme national Pont, c'est d'aller sur le terrain, de faire des relevés et de démarrer par cette étape où on va constater l'état de l'ouvrage et de construire à partir de cela une base de données nationale de ce qui se passe dans les communes. Et on voit que l'approche Prioreno, c'est peut-être d'abord de raisonner de façon macro avant d'arriver sur le détail de l'ouvrage. Alors, bien sûr, ensuite, localement, dans les différentes collectivités, des synergies pourraient être trouvées. Le carnet de santé, ça peut être un outil qui, à l'échelle de l'EPCI, comme dans le cas de M. Clavel, vient ensuite alimenter peut-être Prioreno sur... dans la priorisation à l'échelle d'un territoire, d'un schéma directeur. Mais je pense qu'on est vraiment sur des périmètres différents. Et quand on va raisonner à l'échelle de la petite commune, on va avoir 3 ouvrages, 4 ouvrages. Donc, on n'est pas dans la recherche d'un schéma d'optimisation de gestion à cette échelle-là de la commune. Bien sûr, ensuite, si on a un EPCI qui appuie ou si c'est réfléchi à l'échelle départementale, là, on peut avoir des liens qui se créent entre les différents dispositifs. Si je peux compléter le propos, donc effectivement, on a lancé une étude via Prioreno. Donc on a utilisé effectivement les éléments de diagnostic que l'on avait, donc qui pourraient correspondre à ce que va faire le CEREMA. Et donc sur les 20 ouvrages qu'on a rentrés, ce que l'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les conclusions sont très très sensiblement concordantes avec ce que l'on avait vu, et y compris en matière de projection financière, où on avait travaillé là sur 2 ou 3 ouvrages qui nous interrogeaient un petit peu, et les résultats de Prioreno sont sensiblement équivalents à nos approches financières. Donc c'est un outil qui est vraiment, comme l'a dit Hakim tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de travailler avec les élus sur l'aide à la décision, où on va pouvoir effectivement leur payer. Si on va à la fois garantir l'aspect sécuritaire de l'ouvrage, mais aussi en termes financiers, c'est une stratégie d'intervenir à des coûts moindres, alors que si on attend 5, 10, voire 15 ans, on va arriver à des coûts vraiment très très élevés. Merci pour ces précisions, ces réponses. J'entends qu'il y a une belle complémentarité entre ces différentes solutions et offres. Je prends maintenant une autre question sur le chat. Certaines agences techniques départementales accompagnent déjà les collectivités sur le domaine des ouvrages d'art. Comment est-il envisagé à l'issue de la campagne de recensement le partage de données pour que les ATD puissent accompagner au mieux les collectivités dans les missions d'AMO?
Les données du programme national pont, elles seront entièrement en public. On construit au fur et à mesure une base de données géographiques qui pourra être lue par tous et qui sera consultable. Donc, ces données pourront être transmises aux agences techniques départementales, bien entendu. Et c'est un maillon essentiel dans la démarche. On sait bien que pour que ce que l'on va réaliser et une suite dans le temps se pérennise, il va falloir que l'ensemble des solidarités locales en termes d'ingénierie se mettent en œuvre. Et donc, les ATD ont vraiment un rôle important à jouer pour que la surveillance et la gestion des ouvrages se poursuivent au sein des communes. Donc, on pourra tout à fait, alors à travers cette base publique ou des échanges plus précis, partager les données afin que les agences accompagnent au mieux les communes de leur territoire. Une autre question d'Audrey Lacombe. Comment faciliter ou aider les plus grandes collectivités à la rénovation des OA, franchissant des voies ferrées ou des voies routières nationales quand la SNCF et l'État refusent toute prise en charge au nom du principe juridique de la voie portée et du potentiel fiscal des collectivités quand on connaît les coûts astronomiques d'intervention sur ce type d'OA? À qui tour? Bon, côté Banque des Territoires, je pense que bien évidemment, sur le champ juridique, etc., et la dimension budgétaire, les constats sont clairement exposés dans la question. Moi, je dis juste, on le sait de manière globale, les coûts sont importants, et donc typiquement, sur ça, avoir recours au MobiPrêt, encore une fois, hein, c'est un prêt d'intérêt général, ça permet de desserrer la contrainte budgétaire dès lors que les deux principes évoqués dans la question sont bien, je dirais, confirmés. Voilà. Une autre question sur donc, le programme pont. Donc, le programme pont prévoit l'inspection des murs de soutènement situés en partie aval des voiries. Les murs situés en partie amont sont exclus de ce diagnostic. Or, les communes n'ont pas plus de moyens pour inspecter les murs situés au-dessus que ceux en dessous des routes. Oui, effectivement, donc dans le programme, on va pouvoir recenser les ponts et puis donc les murs qui soutiennent les routes. Alors, c'est un choix lié là aussi à un principe de pragmatisme et d'enveloppe et de ce que l'on est capable de faire dans un temps limité, hein. On est sur 28 000 communes, plus de 50 000 ponts, on ignore le nombre de murs. Donc, on a choisi de retenir ceux qui sont les moins connus et les moins vus. En général, les murs qui soutiennent les routes, ce sont ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ne va pas regarder et qu'on connaît le moins bien, alors que peut-être ceux qui sont au-dessus, on les voit en passant, on fait un peu mieux l'entretien, on est attentif lorsqu'il y a une difficulté. Donc voilà, on a retenu ceux qui sont les moins connus. Mais sans nier qu'il peut y avoir des difficultés, bien sûr, sur les autres aussi. Ça marche. Merci beaucoup. Je regarde pour voir d'autres. On avait un commentaire également. Je pense que ça résonne fortement par rapport aux propos de tout à l'heure sur les 40 millions pour 10 000 communes candidates. Ça fait très faible finalement à l'ouvrage, en tout cas ou à la commune. Donc du coup, bon, je ne sais pas s'il y a des réactions à ce commentaire. On partage, je pense, bien le constat. Est-ce que je vous invite à mettre d'autres questions? Je vois certaines étaient relativement proches et donc du coup, on a déjà apporté quelques réponses. Là, il y avait une question peut-être plutôt à la collectivité. Qui est responsable en cas d'accident? C'est pour les personnes peut-être un peu moins familières à ce sujet aujourd'hui qui nous écoutent. Qui est responsable en cas d'accident? Cette responsabilité évolue-t-elle si le diagnostic est connu, si la collectivité est engagée dans un des programmes de rénovation? Alors, la responsabilité, bien sûr, pour le gestionnaire de l'ouvrage. Après, par rapport une fois que le diagnostic est fait, si, à mon sens, malheureusement, il ne faudrait pas que la jurisprudence nous démontre le contraire, mais à mon sens, une fois que le diagnostic est fait, il faut que la collectivité démontre qu'elle met des moyens et une politique de gestion en place
pour résoudre les problématiques. En revanche, si la collectivité avait le diagnostic et ne mettait rien en place en face, à ce moment-là, un actif mis en difficulté. Je ne sais pas si Émilie peut compléter. Non, je n'ai pas d'éléments à compléter, je partage tout à fait cet avis, effectivement, c'est bien la collectivité qui est responsable, mais alors là aussi, sans être juriste et sans prendre la place de ceux qui pourraient faire la jurisprudence, mais il est évident que si la commune démontre qu'elle a mis en œuvre tout ce qu'elle avait comme moyen pour résoudre un potentiel problème de sécurité, qu'elle s'est mise dans la démarche de mettre en place des actions de surveillance et d'entretien, bah voilà, à travers le programme national Pont, à travers les autres offres qui sont disponibles, évidemment, elle ne sera pas dans la même situation que si elle n'a rien fait. Je pense que c'est un point qui est fondamental parce que de notre côté également, enfin, on travaille au service des territoires et c'est une remarque qui nous a été parfois faite. Les juristes, ce qu'ils disent, c'est effectivement, si vous avez l'information et que vous n'avez rien fait, alors c'est aggravant du point de vue juridique. Maintenant, de toute façon, il ne faut pas tourner autour du pot. Si vous avez la responsabilité de ces ouvrages, s'il se passe quelque chose sur les ouvrages, de toute façon, votre responsabilité, elle est appelée. Et cette dimension, entre guillemets, aggravante, elle reste marginale en regard du risque lié au fait qu'il s'est passé quelque chose sur des ouvrages dont vous avez la responsabilité. Donc, premier élément, c'est les collectivités ont la responsabilité et ce qui en découle d'un point de vue juridique. Maintenant, du coup, pour rebondir sur le propos d'Émilie, c'est au contraire de ce que certaines collectivités, certaines personnes peuvent avoir comme grille de lecture, il vaut mieux s'inscrire très clairement dans une démarche active sur l'identification des besoins, des risques, etc. Et dans les contraintes qui sont celles que l'on connaît, progressivement s'inscrire dans une démarche de résorption des problèmes qui auraient été identifiés. Parce qu'à contrario, de toute façon, la responsabilité des ouvrages, d'un point de vue juridique, vous la gardez et les conséquences, vous les gardez. Donc, très clairement, la perspective recommandée sur le plan juridique, c'est de s'inscrire dans une démarche active par rapport aux responsabilités qui sont celles des collectivités sur leurs ouvrages d'art. D'accord. Et je ne regarde pas assez la caméra. Désolé. Et du coup, on entend bien que ces solutions qui existent et cette connaissance qui peut être acquise aussi grâce à ces différents dispositifs est clairement intéressante pour les collectivités. Une autre question sur les passerelles piétonnes. Est-ce que les passerelles piétonnes sont éligibles, elles, au programme? Au programme national Pont, oui, les passerelles piétonnes sont éligibles. Et au plan Banque des territoires également, sur les financements. Donc, en grand oui pour cette question. Et dernière question, peut-être avant un court mot de la fin de chacun de nos intervenants. Pour les communes éligibles au programme national Pont, est-ce que les inspections seront bien menées sur toutes les voies communales, y compris les voies communales d'intérêt communautaire? Ces ouvrages d'art sont propriété des communes, mais dont les EPCI au titre de la compétence voirie. C'est une question effectivement qui nous a déjà été posée. Oui, alors voilà, dès lors qu'on est bien sur la voirie communale du domaine communal, les ouvrages seront évalués et donc on rentre bien dans le périmètre du programme national Pont. Très bien. Du coup, je vous remercie déjà à toutes et à tous pour vos questions, pour ces interactions. Je propose maintenant, avant de clôturer du coup cette belle conférence, un mot de la fin de chacun des intervenants. À qui le tour? Régis. Allez, je vais commencer. Donc, comme on l'a vu, effectivement, l'enjeu est très important. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est à la fois un enjeu sécurité et aussi un enjeu. Je pense que de nombreuses collectivités sont aussi en attente de solutions pour améliorer le suivi, à la fois la connaissance, le suivi et l'entretien. Oui,
de leurs ouvrages d'art et aussi d'être accompagnés. Oui, oui. Pardon, Régis, malheureusement, ça coupe un peu. Mais là, on vous désolé. entend très bien si vous souhaitez terminer votre phrase. Donc, Ou pas. Bon. On fait également des prêts sur le très haut débit. donc, les solutions présentées, le grand FIJAC, je pense. Super. Merci. Merci beaucoup, Régis, pour votre intervention aujourd'hui. Émilie? Oui, alors peut-être dire un mot sur le fait que, voilà, comme le disait Hakim, nous, on se réjouit de la dynamique qui est en train de se mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire, avec voilà, des programmes divers qui sont lancés, qui vont permettre de toucher les collectivités aux différentes échelles et qui vont permettre, on l'espère tous, de pouvoir préserver encore longtemps ce patrimoine d'ouvrages d'art qui est très important en France. Les réseaux, c'est un des plus importants parmi les réseaux européens. Et donc, je crois que les démarches engagées vont dans le bon sens. Et rendez-vous dans 2 ans pour voir tout le progrès qui aura pu être fait au terme de France Relance. Merci. Stéphanie, peut-être? Oui, on espère que cet outil vous donnera en tout cas les éclairages qu'on souhaite, à savoir donc pour vous aider à prendre des décisions, à communiquer. Effectivement, on a beaucoup insisté sur ça. C'est vraiment un outil qui peut vous aider à communiquer auprès des élus et à prendre des décisions éclairer, objectiver un petit peu plus les décisions, voilà, de vous donner des indicateurs, des éclairages sur votre parc, en plus de cette notion de surveillance et de connaissance, et d'aller jusqu'à une prise de décision. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. On prend aussi les idées d'amélioration de l'outil, parce que ça se veut un outil qui va vivre aussi, et donc n'hésitez pas également, lors de votre usage, à nous faire remonter toute idée d'amélioration pour rendre cet outil encore plus utile pour vous et pour votre gestion des ouvrages d'art. Hakim, un mot de la fin? Bien, simplement dire que tout ce qui a été présenté, ça s'inscrit dans le cadre du plan de relance et que donc on est vraiment à disposition pour essayer d'apporter des solutions concrètes sur chacune des phases du projet, mais que l'ambition derrière, c'est d'un point de vue stratégique, avoir une meilleure connaissance du parc. Et donc le programme National Pont est fondamental en la matière et crée une vraie dynamique, je pense qu'on l'a assez dit, et qu'en complément, sur les volets qui permettent d'aller vers des mises en chantier, eh bien, nos équipes sont à disposition sur le champ crédit d'ingénierie. L'enveloppe, elle est restreinte. Donc, premier arrivé, premier servi, dès lors que l'orientation est intégrée. Et puis, les financements sont à votre disposition. Donc, voilà, simplement dire, on est dans le cadre de la relance. Et donc, du coup, on sera heureux de vous aider dans la mesure du possible à lancer vos chantiers pour la continuité des territoires, pour la résilience et puis pour répondre aux enjeux de sécurité qui ont été développés ce matin. Donc voilà, simplement vous dire à votre disposition. Merci, un grand merci à vous 4 pour ces expertises, vos regards croisés ce matin sur ce sujet si important de la rénovation des ponts. Nous sommes ravis du coup de vous avoir accueillis au Hub des territoires ce matin et vous trouverez là sur le site également et là tout de suite un rappel des prochains événements au Hub. Donc dès vendredi 2 juillet et puis avec l'Institut des futurs souhaitables et puis le 6 juillet un événement, une autre conférence du Hub des territoires sur les jumeaux numériques sont-ils l'horizon de la Smart City. Sur ce, je pense qu'il y avait le slide suivant. Sur ce, je vous souhaite du coup une très belle journée et merci beaucoup encore une fois pour vos échanges. Au revoir.